Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Marc Chassillan, qui est ingénieur défense et professeur à l'École militaire de Paris. Marc Chassillan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Marc Chassillan. Marc Chassillan, on parle beaucoup de l'enrichissement d'uranium en Iran, par l'Iran. L'usine, il y a deux centres importants. D'abord à Natanz, en partie détruit, si j'ai bien compris, ce site par l'aviation israélienne. Marc Chassillan. Oui, c'est ce qu'on a des comptes rendus d'opérations israéliens. Effectivement, l'aviation israélienne aurait en partie détruit le site, mais encore une fois, ce sont des sites extrêmement difficiles à détruire, puisqu'il y a une partie qui est en surface, mais il y a aussi une partie qui est en sous-sol, et c'est le cas en particulier de Forno. Donc ça, c'est un autre type d'objectif. Voilà, j'allais y venir, parce que Natanz, bon, c'est la plus grande installation d'enrichissement d'uranium par centrifugation gazeuse d'Iran. Elle est opérationnelle depuis février 2007. L'usine compte des dizaines de cascades de centrifugeuses, des machines utilisées pour enrichir l'uranium et pour un jour fabriquer une bombe atomique. Mais il n'y a pas que ce site-là qui est déjà atteignable, Natanz, plus facilement que l'autre site auquel vous venez de faire allusion, Fordo, qui est un site qui est situé à 180 km au sud de Téhéran, qui est situé dans une zone granitique et souterraine, dans la montagne en fait, sous une montagne, dans la montagne. Et là, ce site est beaucoup plus difficile à atteindre, Marc Chassillan. Oui, alors en fait, les Iraniens n'ont pas choisi le site par hasard, puisqu'ils connaissent la qualité de la protection naturelle qui est offerte par les roches granitiques, qui sont effectivement très dures. Oui. Et donc, si on arrive à installer des laboratoires et des usines très profondément sous cette couche naturelle, que l'on vient valoriser par ensuite des couches de béton et d'acier, ça devient un objectif extrêmement difficile à détruire par voie aérienne, puisque tout le monde aujourd'hui est focalisé sur la fameuse bombe GBU 57, oui. Qui est une bombe de 13 tonnes que seuls les Américains peuvent mettre en œuvre, puisqu'il n'y a qu'eux qui possèdent le bombardier capable de larguer cette bombe. Israël n'a pas d'avion capable de larguer cette bombe, hein, soyons tout à fait clairs. Et donc, pour pénétrer les dizaines de mètres de roches granitiques, de béton et d'acier pour atteindre le laboratoire, il faudra sûrement plus d'une bombe, oui. Clairement, mais ça, moi je n'ai pas techniquement la réponse à ça, j'espère que certains l'ont et qui ont étudié le site en détail, et donc il faudra sûrement plusieurs impacts successifs au même endroit pour commencer à saper la structure et faire en sorte que en bas ça s'écroule. Donc c'est un vrai travail à la fois plutôt brutal, on va dire, mais aussi d'extrême précision, parce qu'il ne s'agira pas de disperser les tirs pour disperser les effets. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué par voie aérienne. Voilà. Oui, extrêmement compliqué. C'est bien de le préciser parce que quand j'entends ici ou là sur les plateaux, on nous dit ouais une bombe, on balance une bombe là sur ce site et l'affaire est réglée. Pas du tout, Marc Chassillan, mais pas du tout. Il faudra plusieurs impacts et finalement la meilleure façon de rendre ce site inopérant, ce serait de le pénétrer à terre, humainement, alors, si je puis dire. Et voilà, effectivement, en fait, il y a pas 36 options pour aller détruire un site comme ça. C'est soit le bombardement par voie aérienne, mais avec toutes les restrictions qu'on peut imaginer et toutes les remarques qu'on peut faire à ce sujet d'un point de vue technique. Ensuite, c'est tout simplement d'y aller, voilà, avec le couteau entre les dents et le fusil, avec des commandos spécialisés et qui puissent rentrer par les bouches d'aération, les cages d'ascenseur, enfin tout ce qui permet à l'usine qui se trouve qui est sous terre d'être reliée à la surface, créer un périmètre de sécurité autour du site pour que les commandos puissent agir sans être trop inquiétés par les défenses iraniennes. Donc là on est dans un autre type d'opération, parce que c'est une opération au sol avec tous les risques que cela comporte et toute la préparation qu'il serait nécessaire d'imaginer
pour que l'opération soit garantie du succès. Donc on est encore dans une autre dimension, si j'ose dire, en termes d'organisation d'opérations militaires. Très compliqué à organiser. Souvenez-vous, la dernière fois que les Américains avaient voulu organiser une opération aéroterrestre en Iran, c'était pour libérer les otages détenus par les otages de l'ambassade. C'était l'opération Eagle Claws. Ils avaient voulu créer une espèce de petite base provisoire dans le désert iranien pour pouvoir héliporter des troupes pour aller chercher les otages. Bien sûr. Alors je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais l'esprit, c'est tout à fait ça. C'est essayer de projeter des troupes très spécialisées au sol, créer un périmètre de sécurité autour de Fordo, envoyer des commandos et du personnel spécialisé, parce que les commandos, c'est pas des experts atomistes, hein, d'accord ? Donc il va falloir que les commandos soient accompagnés par des gens qui savent exactement ce qu'ils vont trouver, des centrifugeuses, des laboratoires de fabrication de matières nucléaires. Donc tout ceci nécessite d'extrêmes précautions et une très très grande préparation. Merci beaucoup, Marc Chassillan. Merci, c'est très très intéressant ce que vient de donner Marc Chassillan, qui, je le rappelle, est professeur à l'école militaire.